C'est Luc Poupard qui va nous faire une conférence. Est-ce que mon site est de qualité? Donc vu qu'on est un peu en retard, je le laisse se présenter. Et donc là, il va faire sa conférence. On attend que les derniers s'installent dans le silence et puis on va y aller pour rattraper le retard. Mais en tout cas, on l'applaudit s'il vous plaît pour sa conférence de 15 minutes. Merci. Merci pour l'accueil. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de qualité web en particulier. C'est un sujet que j'ai l'habitude de traiter sur des formats un peu plus longs, du coup j'ai essayé de synthétiser pour entrer dans le temps qui m'est imparti. Donc pour commencer, petite présentation de moi-même. Donc je suis actuellement développeur WordPress chez ProtonMail. Accessoirement, on recrute plein de profils différents, donc je vous invite à regarder les offres si jamais vous cherchez ou vous voulez changer de boulot. Et au niveau du web, je suis organisateur, je fais partie des organisateurs de Paris Web, donc un événement orienté sur l'accessibilité et la qualité web dans la conception web en général. Et c'est ce qui m'amène devant vous. Donc, faire un site web, souvent quand on parle avec n'importe qui, peu importe le profil des gens, dans l'imaginaire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué. Enfin, je pense qu'on a tous expérimenté ce genre de choses où on a un client qui vient « Ah, je voudrais un site pour demain », parce que dans sa tête, c'est quelque chose qui est vite fait, pas très compliqué à faire. Mais en vérité, quand on commence à parler de développer un site ou une application web, ça implique une grande variété de sujets dont on est tous plus ou moins conscients, qui sont tout ce qui est gestion de contenu, l'ergonomie, le développement. Il y a toute une partie technique avec les serveurs, la performance, la sécurité. Donc au final, quand on prend un peu du recul sur ce que ça veut dire de faire un site ou une application web, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, et puis voilà, c'est compliqué. Au-delà des domaines sur lesquels on peut être amené à travailler quand on développe un site ou une application, on a aussi tout un tas de contextes d'utilisation à prendre en compte. Donc les plus simples, c'est évidemment le fait d'avoir le site qui soit utilisable sur desktop ou sur mobile, sur des interfaces avec le clavier et la souris ou des interfaces tactiles. Enfin voilà, ça c'est des choses qui viennent à peu près à l'esprit de tout le monde. Mais il y a en vérité toute une variété beaucoup plus vaste que ça de contextes d'utilisation. Donc on va commencer par tout ce qui est objet connecté. Maintenant il y a à peu près n'importe quel objet qui peut être connecté et puis sur lesquels on peut avoir à travailler sur une interface web. Donc il peut y avoir des tailles différentes, des rendus différents, des supports différents aussi, parce que quand on fait une page web, potentiellement, les utilisateurs peuvent l'imprimer, cette page web, du coup il faut aussi prendre ça en compte. Enfin voilà, c'est dans le même ordre d'idée que la slide d'avant, voilà, ça fait tout un tas de choses à prendre en compte qui fait que c'est pas si facile que ça. Et donc du coup, quand on parle de gérer la qualité d'un site web, ça veut dire qu'il faut prendre en compte tous les éléments qu'on a vus, que je vous ai montré avant. Et puis là encore, je n'ai pas parlé de technologie, d'outils de développement. Enfin voilà, ça fait encore, il y a vraiment des couches qu'on ne peut pas compter, quoi. Donc la qualité web, c'est quoi pour resituer un petit peu? Parce que quand on dit à quelqu'un, pour vous, c'est quoi un site de qualité? Je pense que la plupart des gens, instinctivement, ils vont dire c'est un site qui est beau, qui est bien, qui est ergonomique, qui est performant. Mais quand on dit ça, au final, c'est pas forcément très palpable, parce que c'est des qualificatifs qui sont très subjectifs au final. Enfin, quelqu'un qui trouve quelque chose beau, une autre personne ne va pas trouver la même chose aussi belle. Enfin voilà, ça manque de critères objectifs pour vraiment évaluer qu'on a un site de qualité. Et au-delà de ça, quand on parle de qualité, on a facilement tendance aussi à penser à la perfection, d'avoir le site idéal. Mais aussi, il faut se faire l'idée de ce côté-là que on peut jamais atteindre la perfection. Enfin, je pense qu'on en a
tous plus ou moins conscience sans forcément le conceptualiser, mais on va jamais arriver à faire un truc vraiment parfait. Il y aura toujours des imperfections et des problèmes, donc on peut toujours avoir des choses à améliorer. Donc ce qu'il faut retenir sur cette introduction un peu du contexte dans lequel s'insère la qualité web, c'est que la qualité web, c'est un sujet transversal et ça recoupe vraiment une grande diversité de sujets. Et donc on va rentrer un peu plus là-dedans maintenant. Donc ce que je vais vous présenter pour traiter ce sujet de la qualité web, c'est des outils et un écosystème qui a été mis en place par Opquast, qui est une entreprise. Et là, je vais vous présenter le modèle VPTCS qui a été conçu par les fondateurs de cette entreprise, qui sont Elis Lohim et Eric Gatto. Il y a les références sur les slides. Donc, ils ont mis en place ce modèle, le modèle VPTCS en 2001, donc ça fait plus de 20 ans déjà. Alors qu'ils travaillaient justement déjà sur définir la qualité web et puis voir comment on peut travailler et mesurer, contrôler la qualité d'un site web. Et donc du coup, ils ont mis en place ce modèle VPTCS qui est en fait le sigle des 5 catégories qui sont représentées dans le modèle. Donc il y a le V qui veut dire visibilité, qui en fait, le sujet, c'est que l'internaute veut trouver le site, pardon. Et donc ces 5 catégories, en fait, chaque catégorie répond à un besoin de l'utilisateur. Donc le V, c'est l'internaute qui veut trouver le site. Le P pour perception, c'est l'internaute qui veut être en mesure d'utiliser le site. Le T pour technique, c'est qu'il veut que le site fonctionne, forcément. Le C pour contenu, c'est que l'internaute, il s'attend à trouver des contenus de qualité quand il arrive sur votre site. Et enfin, le S de service, c'est que l'internaute, il s'attend à pouvoir utiliser les services et puis à trouver des services de qualité un peu au même titre que les contenus. Donc ça, c'est un modèle qui a été posé en 2001 pour poser les bases de vraiment le concept de la qualité web. Et dans le temps, ce modèle s'est étoffé. Enfin, le modèle lui-même n'a pas bougé, mais il y a tout un tas de nouvelles couches qui se sont ajoutées sur ce modèle et puis qui ont consolidé au final la première version du modèle qui est restée inchangée depuis. Par exemple, on peut faire matcher ces 5 catégories avec les métiers et les domaines qui sont impliqués dans la création d'un site web. Donc, derrière le V de visibilité, derrière la visibilité, il y a tout ce qui est communication, marketing, référencement. Derrière la perception, il y a tout ce qui a trait au design et à l'interface, à l'ergonomie au sens large. Derrière le T, il y a évidemment tout ce qui est lié au code et puis au serveur, l'hébergement, la sécurité, voilà. En contenu, évidemment, tout ce qui est éditorial, travail de l'image, juridique, tout ce qui se rapproche des contenus. Et pour les services, il y a tout ce qui est plutôt services annexes qui peuvent satelliter autour du site, type le suivi des commandes pour un site e-commerce, la relation, le service client. Enfin voilà, c'est des métiers qui ne sont pas forcément directement sur le site, mais qui ont forcément un impact sur lui. Au-delà des domaines, il est aussi très utile pour se rendre compte de la vision globale de l'expérience utilisateur. Notamment parce que derrière contenu et services, en fait, on trouve tous les sujets de pourquoi les internautes viennent sur notre site ou utilisent notre application. Et derrière la visibilité, la perception et la technique, on trouve tous les moyens de mettre en avant et en valeur ces contenus et ces services. Au-delà de l'utilité des grands domaines, on a aussi, ça permet aussi d'avoir une vision sur la chronologie de l'expérience du site ou de l'application par l'internaute ou l'utilisateur.
Par exemple, visibilité, c'est généralement des sujets qui sont liés à des domaines avant que l'internaute arrive sur le site. Donc typiquement une campagne de communication, une campagne SIA sur Google Ads. Enfin voilà, c'est des sujets qui sont souvent avant que l'internaute arrive vraiment sur notre site ou notre application. Les 3 domaines perception, technique et contenu, c'est là où le moment où il est vraiment confronté au site web et à l'application. Donc c'est son moment d'interaction avec le site, on va dire. Et puis les services, c'est ce qui vient après, ou souvent, typiquement comme je parlais avant de suivi de livraison, voilà, c'est une fois qu'il a vécu son expérience d'achat sur le site, où il continue à avoir des interactions avec nous par des services tels que le suivi de livraison ou le service client. Et du coup, on peut synthétiser ça sous perception technique et contenu, on a vraiment toute l'interaction avec l'interface du site. Et puis si on prend les 5 catégories tout ensemble, au final, on se retrouve avec la gestion de l'expérience utilisateur complète vis-à-vis du site et du client. Pourquoi je vous ai présenté ce modèle? C'est parce que c'est vraiment le socle de base. À partir du moment où on parle de vouloir gérer la qualité de son site ou de son application, c'est vraiment un modèle qui permet de servir de socle de base sur le travail pour aller plus loin. Et donc du coup, je vais vous partager quelques outils qui sont toujours développés par Opquast initialement. Donc le premier outil, c'est la checklist d'assurance qualité, qui est une liste de règles qui a été mise en place toujours dans ce processus des membres fondateurs d'Opquast pour essayer de gérer la qualité d'un site web. Aujourd'hui, c'est une checklist qui a 240 règles qui évoluent dans le temps, parce que la première c'était en 2004, il y a eu 3 versions, et puis là on est à la 4e maintenant, de 240 règles. Et ces 240 règles, en fait, elles recoupent toutes les thématiques qu'on a pu voir dans le modèle VPTCS, donc pour les différents métiers, les différents domaines de compétences. On a des bonnes pratiques, des règles qui s'appliquent vraiment à l'ensemble des sujets. Et ce qu'il faut savoir sur cette liste, sur cette checklist, c'est qu'elle vient d'une élaboration communautaire. En fait, c'est différents professionnels du web, qui soient designers, développeurs, de différents métiers, qui ont co-construit cette liste-là pour être... c'est pour dire que les règles viennent d'un consensus vraiment de différents sujets, différents domaines, différentes expertises. Et donc voilà, d'habitude je fais un petit détail, je montre un exemple de règle et tout ça, mais vu que c'est un peu court, je vous inviterai à aller voir le lien de la checklist où vous pouvez vous rendre compte vraiment de la consistance des règles. Un autre outil qui pour moi est le plus important, c'est la certification qui est proposée par Opquast. Donc l'intitulé exact, c'est certification maîtrise de la qualité en projet web. Qui est en fait un outil qui donne accès à une formation en ligne où on a accès, à partir du moment où on s'inscrit à la certification, on a 3 mois. Puis de manière complètement autonome, on a tout un parcours à suivre avec des articles à consulter. Il y a tout un guide aussi de certification, des vidéos à regarder, et puis tout un système de quiz pour valider qu'on a bien acquis les connaissances et les compétences qui peuvent être impliqués dans la gestion de la qualité. Et puis notamment, ça couvre toute le traitement de toute la liste de règles dont je parlais avant. Donc c'est un très bon outil pour justement assimiler ça. Et puis ça donne accès, une fois qu'on fait la certification, elle donne, une fois qu'on arrive au bout, on a un examen final avec un QCM, un peu comme sur l'exemple le modèle du TOEIC pour les langues, avec un QCM de 125 questions à remplir, et puis on a une note de 0 à 1000 avec des niveaux d'expertise, un peu comme on peut avoir pour les tests de langue.
Et puis, comme autre outil complémentaire que je peux vous partager, il y a le livre qui a été édité où on retrouve toutes les informations contre la certification. Il y a aussi la checklist complète avec les 240 règles qui sont complètement détaillées. Il y a tout qui se trouve dans ce livre, donc ça c'est vraiment la bible de l'assurance qualité web. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande fortement de vous le procurer. Je pense qu'on peut l'avoir en digital. Il faut peut-être acheter le papier, mais enfin c'est à vérifier, mais ça doit pouvoir, ouais. Merci. Et puis, vu que c'est très orienté sur un travail communautaire, il y a tout un tas d'outils qui est développé par des gens de la communauté. Il y a notamment un plugin WordPress qui a été développé par JB, qui n'est pas tout à fait à jour encore sur la version de la checklist. Mais voilà, il y a vraiment un écosystème vivant au niveau des professionnels du web francophones là-dessus. Et je suis juste à temps. Right in time, effectivement. Merci beaucoup. À 5 secondes près, j'ai vu le timer, il était tout pile, nickel. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que l'accessibilité, là j'ai vu à la fin, dès qu'on commence à rentrer dans les trucs cocasses, là, il y a souvent beaucoup de questions. D'habitude, c'est 3 fois le temps que... Bonjour, je vous félicite pour votre conférence, c'était intéressant en tout cas pour moi. Et l'idée est que la certification WordPress qu'on propose, elle est valable W3 ou WC3, je ne sais plus comment elle W3C. Il n'y a aucun lien entre les deux. C'est une chose, mais en tout cas qualitativement. Oui. L'expertise qualitative. C'est les fondateurs de base et puis la plupart des professionnels qui travaillent sur la constitution des checklists et tout ça et puis le travail de la certification. C'est des gens qui sont très impliqués, dont certains qui peuvent être dans des organismes comme le W3C et Mozilla. Enfin voilà, il y a pas mal de gens assez reconnus. Voilà, parfait, merci. Et ça prend en compte toutes les problématiques d'accessibilité, de sécurité et tout. Voilà, ça couvre très largement. Une autre petite question? J'ai vu plusieurs mains se lever, non? Il n'y a plus? Ok. Alors, c'est ma faute, j'ai cru. Très bien. Et alors encore une fois, merci beaucoup. Merci. Merci.